Bonsoir Jean. Bonsoir, Johan. Jean, vous avez 47 ans, vous êtes dans les Alpes-Maritimes. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Quelle est votre situation de famille? Je suis séparé en cours de divorce depuis plusieurs années. Et vous travaillez dans les forces de l'ordre. C'est exact, oui. Alors vous, Jean, vous avez été victime de violences conjugales de la part de votre ex-compagne, celle avec qui vous êtes actuellement en instance de divorce. Oui, c'est ça. Vous allez me raconter combien de temps, depuis combien de temps vous êtes avec cette femme? Alors, nous nous sommes mariés en 2006 et nous sommes séparés depuis 2017. Donc, on est restés 11 ans ensemble. Qu'est-ce qui vous réunissait tous les deux? Des caractères qui me semblaient assez proches, des motivations similaires, des envies de vie et de famille identiques, voilà, des natures d'une manière générale qui me semblaient assez proches. Vous parlez de caractère. Quel est ce caractère commun qui semblait-il était le même et pour elle et pour vous? Alors, s'il y avait un trait qui était vraiment commun, c'était la détermination, la force de caractère, c'est-à-dire des caractères capables d'affronter vraiment des épreuves de vie assez lourdes. Voilà, des gens qui se laissent pas abattre. Ça a été un coup de cœur, ça a été un amour fou. Oui, parce que cette personne est une personne qui est assez solaire, je dirais, donc quelqu'un qui est physiquement rayonnant, une très belle femme, et qui en plus a un comportement, alors je dirais pas exubérant parce que c'est un peu excessif, mais en tout cas qui offre une vraie démonstration et qui impressionne beaucoup. Et qui vous a beaucoup impressionné. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que ça a commencé à ne plus aller entre elle et vous? Finalement, c'est un peu le côté tortueux de la chose, c'est-à-dire que cette force de caractère que je recherchais chez ma compagne et que j'avais trouvée chez elle, finalement était beaucoup trop prononcée, et ce qui était intéressant au début est vite devenu écrasant, et ça a été compliqué à gérer dès le début. Vous pouvez me donner un exemple que je comprenne mieux? Alors un exemple très concret, c'est que j'ai connu cette personne après une séparation, et j'étais resté en très bons termes avec la personne avec laquelle je m'étais séparé, et ça c'était quelque chose qu'elle supportait pas. Alors c'était pas de la jalousie, hein, c'était plus de l'exclusivité, de la possessivité. Et ça s'est tout de suite manifesté avec beaucoup de pression, voire d'oppression. Donc voilà, c'était compliqué à gérer. C'est-à-dire, tu la rappelles pas, il est hors de Voilà, question. c'est ça, Ouais. exactement. C'est écoute, si tu tiens à moi, tu coupes les ponts, je vois pas pourquoi elle fait encore partie de ta vie, etc. Enfin voilà, disons que il y a une sorte de chantage affectif. qui est arrivé tout de suite dans la relation, et qui aurait dû m'alerter, mais voilà, j'étais alors on dit souvent que l'amour rend aveugle, c'est surtout que quand on est amoureux, on fait souvent l'autruche. Mais vous avez cédé, par exemple, à ce chantage affectif? Ouais, ça a été mon tort, c'est que j'ai une tendance à vouloir mettre l'autre en avant, à faire en sorte qu'il soit bien dans la relation et à m'effacer un peu dans ce cadre-là. Et malheureusement, on est rentré dans ce schéma assez classique entre deux personnalités, c'est-à-dire d'un côté une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité qu'on appelle le trouble de la personnalité narcissique, et d'un autre côté quelqu'un qui est la victime évidente, c'est-à-dire quelqu'un qui fait tout pour l'autre et qui s'oublie complètement dans la relation. Et là, c'est vraiment la chose la plus toxique qui soit. Elle a évolué comment, cette relation toxique? Là, vous me parlez de chantage affectif. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Oui, c'est... Alors, la relation a très vite tourné à l'isolement.
l'isolement vis-à-vis du cercle familial, amical, professionnel, et au point que mes camarades se moquaient un peu de moi parce qu'on se voyait beaucoup moins. Et voilà, donc ça a été ça a été un peu compliqué à vivre, mais encore une fois, voilà, quand on construit une cellule familiale, qu'en plus on a des enfants, on se dit c'est normal aujourd'hui de se recentrer un peu sur sa famille et sur les enfants, mais sauf que c'était devenu un petit peu trop excessif et encore une fois exclusif. Vous avez eu un enfant? Ouais. C'est ça? Un enfant, ouais. Une fille. D'accord. Qui a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a 14 ans. À quel moment c'est devenu invivable pour vous, en tous les cas? C'est devenu invivable alors très tôt, je vous dirais, c'est devenu invivable très peu de temps après que notre enfant soit né, parce que j'avais vraiment le sentiment d'être l'esclave de la maison et ça devenait vraiment très compliqué. Je me sentais dévalorisé, alors que en fait, plus je m'investissais et plus je me sentais dévalorisé. Et plus je donnais et plus j'étais ignoré. Et en fait, c'est là où on est dans un schéma après de dépendance et de soumission. C'est que voilà, on a l'impression de pas faire assez, de pas faire assez bien, et donc on surinvestit. Et c'est là où l'autre prend complètement le contrôle sur vous. Et il peut faire tout ce qu'il veut, ça passera parce que vous êtes complètement oublié dans l'histoire. Alors donc, votre ancienne compagne, pour reprendre vos mots, a fait tout ce qu'elle voulait. Est-ce que vous pensez déjà que c'était conscient de sa part, tout ça? Alors oui, il y a une forme de conscience à partir du moment où la personne commet des actes de manière, comment dire, avec un objectif. L'objectif, c'est la prise de contrôle, parce que la personne trouve du plaisir dans cette prise de contrôle. Donc il y a une conscience quand même, mais derrière il y a une déviance, un peu comme un enfant, vous savez, qui s'amuse à arracher les ailes d'un papillon ou d'un oiseau et qui est totalement insensible à ce qu'il est en train de faire. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la personne, oui, elle est consciente, mais il manque clairement des clés à la personne pour se rendre compte vraiment de ce qu'elle fait, parce que je pense que personne ne prend consciemment plaisir à faire du mal. Une pression psychologique, est-ce que c'est allé au-delà encore? Oui, alors en fait, c'était plus que de la pression psychologique, hein. On pourrait parler de violence psychologique, parce que ça a généré de la souffrance. Donc c'était vraiment une forme de violence. Et après la violence psychologique, un jour on en est arrivé aux violences physiques. Et c'est à partir de là où là ça a été l'élément déclencheur pour que je m'exfiltre de cet environnement. C'était quoi cette violence physique dont vous avez été victime? Alors elle a été progressive. Ça a été d'abord des petits coups, petites griffures. Après ça a été les gifles, les coups de genoux dans les parties intimes. Après il y avait une autre forme de violence physique. C'était par exemple des privations de sommeil, des choses comme ça. Donc vraiment des choses ça qui vous... Comment ça, ça veut dire quoi, des privations de sommeil? Vous empêcher de dormir? C'est ça, exactement. C'est-à-dire que à partir du moment où ça n'allait plus dans le couple, on a fait chambre séparée. Et c'était la personne qui débarque au beau milieu de la nuit alors que vous êtes en train de dormir, une fois, deux fois, trois fois, pour vraiment vous faire perdre pied, et tant et si bien que vous en arrivez à vous cadenasser dans la chambre parce que vous voulez dormir, vous vous cadenassez dans la chambre parce que vous avez peur de recevoir des coups. Une nuit, soit par exemple, j'ai été brûlé avec du thé chaud, c'est-à-dire qu'elle est arrivée dans ma chambre alors que j'étais dans le lit et elle m'a versé du thé chaud sur la poitrine. Donc vous voyez, c'est parfois, je vais même le mot, j'allais plus loin que le terme violence. Je parlais carrément de sévice, quoi, parce que c'était clairement ça. Vous n'avez jamais essayé de lui dire, mais ça n'est pas normal de me coller une gifle, de me, enfin tous les exemples. Est-ce qu'il y a eu l'amorce d'une discussion? Et si oui, quelle était la réponse, le retour de son côté? Alors ça générait immédiatement du déni, et surtout c'était tendre le bâton pour se faire battre, parce qu'après on basculait tout de suite dans les insultes, dans les menaces, les intimidations, et donc tout échange était vraiment impossible.
m'avez parlé de votre fille. Est-ce que votre fille a été témoin? J'imagine que oui, en étant sous le même toit. Malheureusement, oui. Malheureusement. Et Est-ce... c'est d'ailleurs la raison qui m'a fait fuir le domicile conjugal. C'était qu'à partir du moment où j'arrivais pas à raisonner sa mère, le seul moyen pour qu'elle soit plus témoin de ce genre de spectacle, c'était de m'enfuir. Restez avec moi, Jean. On va poursuivre cette conversation. D'ici un instant, vous pouvez évidemment réagir au 0810 055 056. On parle ce soir avec Jean des violences conjugales. Depuis quelques minutes, je converse avec Jean, victime de violences conjugales, avec son ex-compagne pendant plusieurs années. Jean, vous nous disiez qu'il y a un moment, vous avez décidé, pour reprendre votre terme, de vous exfiltrer de la cellule familiale et de ce couple. Ça a mis combien de temps? Ça a mis plusieurs mois et ça s'est fait entre guillemets au goutte à goutte, c'est-à-dire que ça a commencé par partir très tôt le matin au travail pour être sûr de pas la croiser, de rentrer très tard pour être sûr de pas la croiser et que les enfants soient couchés. Et puis après, ça a été passer la nuit dans la voiture et pas rentrer à la maison pour arriver à dormir tranquille et ne pas être harcelé. Et voilà, et jusqu'au départ définitif du foyer, quoi. Mais vous étiez terrorisé. Oui, ouais, c'est le mot. Ouais. C'était complètement ça. Terrorisé, alors pas tellement par la violence reçue, parce que la violence dans le cadre de mon métier, on y est confronté régulièrement. Je rappelle que vous travaillez dans les forces de l'ordre. C'est ça. Ouais. En fait, j'étais plus terrorisé par mon impuissance à gérer cette situation, mon impuissance à pouvoir faire face et à trouver des solutions. Ça veut dire que ça veut dire que vous n'en avez pas parlé autour de vous? Si, j'en ai parlé autour de moi, notamment à ma famille, qui bien évidemment me conseillait de partir, mais c'est compliqué parce que on veut toujours essayer de sauver quelque chose, et notamment quand on a un enfant, on veut essayer de protéger son enfant, on veut essayer d'arriver à une situation qui s'apaise et à trouver une solution qui soit la meilleure pour tous. Mais quand quelqu'un veut absolument faire perdurer le conflit, on n'y arrive pas. Mais est-ce que vous diriez rétrospectivement que vous essayez à l'époque de vous bercer d'illusions, de vous dire bon allez, c'est une mauvaise passe, ça va changer, peut-être qu'on va retrouver le cours normal des choses. Est-ce que cette réflexion-là, vous vous l'êtes faite à un moment donné? Alors oui. Longtemps. Pendant un certain nombre d'années, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai espéré. Mais avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que je me leurrais complètement. Je me mentais à moi-même, en fait. Est-ce que donc vous êtes parti? Comment ça s'est passé ce jour-là, le jour où votre ex-compagne, vous l'avez annoncé, ou vous êtes parti sans rien dire? Non, je l'ai annoncé. J'ai dit que je partais, que je voulais absolument qu'on divorce, que tout ça ne pouvait plus durer. Et puis donc je suis parti quelque temps chez mes parents, et puis ensuite elle a trouvé un logement, et moi j'en ai trouvé un aussi, et on s'est séparés comme ça. Est-ce que vous avez tenté quelque chose, je sais pas, une procédure? Bon, alors il y a le divorce, mais ces violences dont vous me parlez, psychologiques, même de ces coups, est-ce que vous avez tenté de faire quelque chose aux yeux de la justice? Alors, là, vous touchez du doigt un énorme problème qui est un vrai sujet dans le sujet. C'est que pour se protéger, en fait, de ce qu'elle avait commis comme acte, en fait, c'est elle qui a ouvert le bal en déposant en premier des plaintes contre moi pour violence, pour harcèlement, pour énormément de faits. Et ce qui fait qu'en fait, je me suis retrouvé accusé le premier. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu totalement inaudible aux yeux de la justice. C'est-à-dire que quand j'ai voulu déposer plainte en disant que c'était moi qui étais victime, et alors que j'avais des éléments probants à l'appui, tels que des photos, des enregistrements audio, vidéo, etc., on ne m'a jamais accordé le moindre crédit. J'ai tout de suite été perçu comme un monstre, c'est-à-dire, compte tenu du contexte récent des violences intrafamiliales et du nombre d'hommes dont on entend qu'ils sont violents avec leurs compagnes ou leurs enfants,
bah voilà, je faisais partie de ces hommes malveillants. Donc et vous après, étiez, c'était fini pour moi. vous étiez à la fois victime, mais en plus affabulateur aux yeux C'est de. ça. Ouais. C'était exactement le contexte, c'est-à-dire que en fait, elle a joué un espèce de jeu de miroir, c'est-à-dire que tout ce qu'elle me faisait vivre, elle prétendait que c'était elle qui le vivait, mais à la différence, c'est qu'elle n'avait jamais aucun élément pour prouver ce qu'elle disait, alors que moi, j'avais les traces, j'avais été vu par des médecins qui ont pu constater les blessures, les trucs comme ça. J'avais des enregistrements audio où on entendait m'agresser verbalement, me frapper, me menacer encore des coups, etc. Donc, je veux dire, les preuves étaient là. Mais il y a eu un espèce de déni de la justice qui, quelque part, se refusait à voir dans une femme une personne capable de violence volontaire sur un homme. Au bout de combien de temps vous êtes arrivé à faire valoir votre bonne foi? Jamais. Pour l'instant, où vous en êtes au regard de la justice? Aucune poursuite n'a jamais été engagée contre elle. Et parce que j'ai pu prouver la vérité face à ces plaintes mensongères, bah, tout simplement, les plaintes contre moi ont été classées. Ça a été 5 ans de bataille judiciaire. À la fin, j'ai laissé tomber parce que j'ai compris que j'étais en train de me battre contre des moulins. Donc, j'ai réussi à ce que ces plaintes à elle soient classées après audition, garde à vue, etc. C'était extrêmement lourd et psychologiquement difficile parce qu'en plus, déjà, vous êtes traité comme un salaud, comme un homme violent, mais c'est encore pire quand vous faites partie des forces de l'ordre et où là, on vous pardonne absolument rien. Donc, ce combat a été très difficile à mener. J'ai laissé tomber, j'ai pas Pourquoi? cherché à aller plus loin et à ce qu'elle soit condamnée. Alors, sans parler de savoir qui est condamné, enfin, elle en l'occurrence, mais pour votre légitimité, pourquoi avoir laissé tomber? Puisque vous me disiez, vous avez les preuves, et même pour vous, pourquoi ne pas être allé jusqu'au bout? Alors, pour un certain nombre de raisons qui tenaient à la procédure elle-même, et notamment parce que la procédure a été maltraitée en 2 mots et en un seul, si on voulait faire la parabole, par les personnes qui ont eu à la gérer. Je vous donne un exemple. Quand moi j'étais entendu suite à cette plainte, j'étais entendu en qualité de mise en cause. Quand elle était entendue suite aux miennes, elle était entendue en qualité de témoin. Et donc le régime juridique n'est pas le même. Et donc à partir de là, lorsque les procédures remontent au procureur de la République, bah, quand dès le départ c'est pas la même couleur pour les 2 personnes qui sont entendues, bah, forcément la procédure n'a aucune chance d'aboutir. Comment, pendant ces 5 ans et plus, même vous avez tenu psychologiquement? Est-ce que vous vous êtes fait aider? Est-ce que... Oui. Oui. De quelle manière? Il a fallu que je me fasse accompagner d'un psychiatre. Et puis j'avais fort heureusement un entourage familial et amical très très présent qui m'ont énormément soutenu matériellement, affectivement, etc. C'était vraiment indispensable. Est-ce que pendant cette thérapie, par exemple, il y a des mots en particulier qui vous ont fait du bien, qui vous ont permis d'avancer et de sortir un petit peu de cette nasse psychologique dans laquelle vous étiez? Franchement, ce qui m'a fait du bien, ça a été quand, à force d'en parler, le psychiatre auquel j'en parlais a pu dresser un profil très clair, très net de la personne avec laquelle je vivais et où moi je ne comprenais pas pourquoi cette femme que j'aimais pouvait avoir de telles réactions à mon égard. Enfin, tout me semblait illogique. Et à partir du moment où il m'a dit mais c'est une personne qui souffre du trouble de la personnalité narcissique, ce qu'on appelle vulgairement les PNM, les pervers narcissiques manipulateurs, et ben là d'un seul coup il vous explique les mécanismes, il vous dit comment ces personnes fonctionnent, comment vous fonctionnez et pourquoi vous avez été choisi entre guillemets, et là d'un seul coup tout vous semble évident et vous vous dites ouais bah forcément j'avais aucune chance quoi. Donc cette explication vous a apaisé? Ouais, complètement, parce qu'on a toujours un sentiment de culpabilité parce qu'on se dit qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi c'est parti en live comme ça. Et cette thérapie a été très précieuse parce que justement j'ai compris que j'avais malheureusement choisi une mauvaise personne et que je n'aurais jamais pu obtenir autre chose que ce qui s'est passé. Vous avez une fille, 14 ans vous m'avez dit? C'est ça, oui. Vous êtes en instance de divorce, comment ça se passe? Alors au début, bien évidemment, puisque j'étais un monstre, elle a été confiée à la garde de sa maman.
Et bien évidemment, puisque sa maman est une personne violente, et ben, cette violence a fini par s'exprimer sur notre enfant. Et donc, elle a finalement préféré venir vivre avec moi. Et donc, les relations avec elle se passent très bien parce que malheureusement, on porte un poids commun. Vous en parlez beaucoup avec votre fille de tout ça? Non, on en a eu parlé, mais je préfère que tout ça reste derrière nous, pour la simple et bonne raison que elle et moi, on a fait la paix avec ça. Donc il n'y a plus de chemin thérapeutique, je dirais, à faire. Et puis quand on regarde trop le passé, on fait pas assez attention au présent et à l'avenir, donc ça sert à rien. On trébuche. C'est ça, exactement. Est-ce que pour autant ces violences dont vous avez été la victime pendant toutes ces années, est-ce qu'aujourd'hui elles ont encore une incidence sur votre quotidien? Oui, complètement. Complètement, dans le sens où aujourd'hui je suis assez hermétique dans ma relation à l'autre, pour toute personne qui viendrait à rentrer dans ma vie d'un point de vue affectif. Aujourd'hui j'ai certainement tendance à me surprotéger et surtout ça m'a offert un visage de la justice que je sers depuis de très nombreuses années, qui a été compliqué à digérer. Et ça c'est pas facile. Ça c'est pas facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour parler clairement, vous n'êtes pas prêt à rencontrer une autre femme? Disons qu'elle aurait la tâche ardue, je pense, parce qu'effectivement, je me suis énormément protégé et je pense que pour arriver à percer la carapace, il lui faudra du temps. Ouais. Ça va être plus compliqué de faire confiance à présent. C'est ça. Parce que franchement, là, la confiance, elle était totale. Et de voir comment on peut passer d'un amour infini et d'une confiance totale à la situation si violente à tous les niveaux que j'ai pu connaître, sans crier gare en plus. Hein. C'est ça qui fait peur. Il n'y avait aucun signe précurseur. Vous êtes rentré en contact avec d'autres personnes qui ont eu le même parcours? Oui, alors en fait, après, au cours de au moment où je vivais les violences, j'ai essayé de contacter la plateforme d'aide aux victimes, le 3919. Alors là, ça a été assez surprenant parce que c'était je vous parle de ça, c'était il y a quelques années, mais je me suis fait rembarrer tout simplement. On m'a dit non, monsieur, cette plateforme est dédiée aux femmes. J'ai dit bon d'accord, pour les hommes, c'est quoi? C'est 3920, 3918. Et on m'a dit non, il n'y a pas de numéro d'urgence pour les hommes, il faudrait vous rapprocher d'une association près de chez vous. Par chance, cette association existe, c'est SOS Hommes Battus. Et grâce à eux, grâce aux personnes qui structurent cette association, grâce aux autres victimes avec lesquelles on a pu échanger, ça m'a profondément aidé et j'ai pu aider à mon tour les autres et ça, c'est vraiment une bonne chose. Je vous remercie, Jean, d'être passé ce soir raconter votre parcours et puis la manière que vous avez eue d'avancer et de voir un petit peu d'éclaircissement dans cette situation. Je vous souhaite la meilleure des suites. Votre fille et vous. Merci, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, Jean. Bonne soirée.